Bonjour, à l'occasion de cette vidéo, nous allons parler du droit pénal général. Du droit pénal. D'entrée de jeu, il faut savoir que cette vidéo n'est pas un cours complet de droit pénal, mais juste une vidéo destinée à faire comprendre quelques notions de base en droit pénal à l'étudiant de deuxième année de droit. Je ne suis pas professeur des universités, mais je suis moi-même étudiant de droit et pénaliste, bien internationaliste. Mais avant de se lancer, nous allons d'abord tenter d'introduire ce que c'est que le droit pénal par une traditionnelle et indispensable définition. Le droit pénal, comme vous le savez tous, étudiants, est la branche du droit qui détermine les infractions et les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions. Donc, si on s'en tient à cette traditionnelle définition, on dirait que le droit pénal, c'est d'abord la peine, le mot peine lui-même qui vient du latin, pena, pena, puena, voilà, puena, qui est un mot qui a existé depuis l'Antiquité, et infraction qui peut signifier ou symboliser un comportement déviant. Alors, à cette définition traditionnelle, nous ajouterons la définition, une définition doctrinale des professeurs Philippe Comte et Patrick Mestre du Chambon. Les professeurs Philippe Comte et Patrick Mestre du Chambon pensent que le droit pénal est une branche de droit à cheval entre le privé et le public qui étudie l'infraction pénale. Alors cette définition rejoint donc la fameuse définition traditionnelle suivant laquelle le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions et les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions. C'est ce qui nous pousse à dire que le droit pénal est composé en trois branches. Nous avons le droit pénal général qui étudie les infractions, le mode de participation ainsi que la loi pénale dans le temps et dans l'espace. Nous avons le droit pénal spécial qui étudie les règles spécifiques concernant chaque infraction. Puis nous avons la procédure pénale qui peut être définie comme l'étude des modalités d'application du droit pénal. Le procès pénal fait appel à la procédure pénale, avec notamment plusieurs principes. Le principe suivant lequel le pénal tient le civil en l'état, le principe de la non, le principe electa una via et tous les principes qui se joignent à la procédure pénale. Mais à l'occasion de cette vidéo, nous n'allons pas parler de la procédure pénale ou du droit pénal spécial, mais nous allons nous concentrer sur le droit pénal général. Et sur ce, nous allons parler notamment de la loi pénale avec l'infraction et le délinquant. Puisque parler de la loi pénale revient à parler de plusieurs chapitres, mais nous allons nous appuyer sur l'infraction et le délinquant afin de faire comprendre aux étudiants de deuxième année de droit qu'est-ce que l'infraction et qu'est-ce que le délinquant. Donc, premièrement, nous allons parler de l'infraction. Et l'infraction, si les mots ont un sens, l'infraction est une cassure. L'infraction est une cassure. Simplement, l'infraction, c'est le fait d'aller à l'encontre de la loi, de ce que la loi a prévu. C'est faire preuve d'un comportement déviant en matière pénale. Et le délinquant, c'est celui-là qui est l'acteur de cette infraction-là, qui accomplit l'élément matériel. Mais dans la suite, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que l'élément matériel lorsque nous allons étudier les éléments constitutifs de l'infraction.
Et lorsqu'il faut parler de la notion d'infraction, il faut parler de la loi pénale. Nous savons tous que la loi pénale et la loi civile sont tous des lois, mais elles ont une divergence. La divergence est que la loi pénale est d'interprétation stricte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en matière pénale, on ne peut pas incriminer une personne si la loi n'a rien prévu. Nous l'homme crimen nous la puena sine lege, pas de crime sans loi, pas de délit sans loi. La loi pénale est d'interprétation stricte. Lorsque la loi n'a rien prévu, on ne peut pas juger. Lorsque la loi n'a rien prévu, le juge ne peut pas se prononcer pour connaître de cette affaire, puisque la loi, elle est soit muette, soit insuffisante, soit elle n'est pas claire. Nous l'homme crimen, nous la puena sine lege. Mais qu'à cela ne tienne, puisque le juge est obligé de juger, sinon il pourrait être poursuivi comme coupable de délit de justice. Si nous sommes en matière civile, nous avons l'article 4 du Code civil. Il sera poursuivi comme coupable de délit de justice. Mais le juge aussi en matière pénale doit obligatoirement juger. Il est obligé de juger. C'est une obligation. Contrairement à l'avocat qui, lui, peut refuser de plaider ou de représenter quelqu'un, mais le juge, lui, il est obligé de juger. Voilà pourquoi, à ce principe que nous avons évoqué, le principe suivant lequel, si la loi n'a rien prévu, le juge ne juge pas, il y a une atténuation. Ce principe, c'est le principe de la légalité. Nous, l'homme crimen, nous la puena sine lege. Et au principe de l'égalité, il y a l'atténuation ou le déclin. Et les critiques auxquelles on vient de faire allusion ont exercé une influence considérable sur la matière pénale. Elles ont conduit à une remise en cause du principe de la légalité, le principe suivant lequel pas de crime sans loi, pas de délit sans loi. Mais vous devez savoir que depuis la fin du 19e siècle, ce principe qui n'est plus appliqué dans sa rigueur originelle connaît un assouplissement. Le principe de la légalité, depuis la fin du 19e siècle, il n'est plus appliqué dans sa rigueur. Pourquoi? Parce qu'il connaît un assouplissement, une certaine atténuation qui a conduit certains auteurs à parler de son déclin. Certains auteurs comme les professeurs Jean Larguier, les professeurs Yves Maillot. Alors, cet assouplissement est perspectible. Mais pourquoi? Elle est perspectible en quoi? En matière législative et en matière judiciaire. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de parler de l'atténuation du principe de la légalité en matière pénale, il faut parler de cela selon que l'on se trouve sur le plan législatif ou sur le plan judiciaire, puisque l'atténuation au plan législatif et au plan judiciaire est différente. En matière législative, déjà, il faut savoir que le déclin du principe de l'égalité en matière criminelle ou sa détérioration en matière législative se manifeste par le fait que le législateur a abandonné son monopole en tant que créateur du droit, en tant que source du droit. Le législateur a abandonné le monopole qu'il avait en tant que source du droit. Puisque suivant la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été instaurée par John Locke et Montesquieu, le pouvoir de faire les lois est du ressort du législateur. Mais le législateur a négligé son monopole, a oublié son monopole. Il a abandonné le monopole de faire les lois. C'est lui qui est la source de la loi. Le judiciaire ne peut pas faire la loi. Mais actuellement, on constate une intrusion de plus en plus profonde du pouvoir exécutif dans la création des infractions. Le pouvoir exécutif commence à créer des infractions et il commence à aussi créer des peines. Et c'est en ce sens qu'on va rappeler que la Constitution française
de 1958, donc la Constitution de la 5e République, dans ses articles 34 et 37, combinés à retirer purement et simplement les contraventions de police au pouvoir législatif pour confier leur incrimination au pouvoir exécutif. Voilà pourquoi, lorsque vous allez lire l'article 37 de la Constitution française de 1958, il est écrit « sont du domaine exécutif ». L'article 34 nous étale tout ce qui est du domaine de la loi, sont du domaine de la loi. Et tout ce qui n'est pas cité dans l'article 34 est inéluctablement du domaine exécutif, tel que les contraventions de police. Les contraventions sont du domaine exécutif. Voilà pourquoi dans la Constitution du Congo, la Constitution du Congo va à l'encontre de cela. De la Constitution du Congo, la Constitution du 6 novembre 2015 et non du 25 octobre 2015. Et pour ce faire, il y aura une vidéo consacrée à ce débat, suivant lequel est-ce que la Constitution du Congo est une Constitution du 6 novembre ou une Constitution du 25 octobre. Les contraventions sont toujours du domaine du législateur. Pourtant, la Constitution française de 1958, de la 4e République, a déjà conféré l'incrimination des contraventions au pouvoir exécutif. Mais si les sanctions qui leur sont applicables demeurent de la compétence du législateur, ici, l'incrimination des contraventions est du domaine législatif, mais les sanctions qui leur sont applicables sont toujours du domaine de l'exécutif. Pourquoi? Parce que c'est l'exécutif qui fait la loi. Le juge, le gouvernement, c'est le législateur qui fait la loi, excusez. L'exécutif ne peut pas prendre la place du législatif. Mais nous allons constater qu'à une certaine époque, avec les décrets-lois, le gouvernement, sinon l'exécutif, avait la place du législatif. L'exécutif pouvait faire les lois. C'est aujourd'hui, ces décrets-lois, on ne parle plus des décrets-lois, on parle maintenant des ordonnances. L'ordonnance sur le droit du travail, c'est du ressort de l'exécutif et non du législatif. Là, nous avons donc parlé de l'atténuation du principe de l'égalité de la loi pénale sur le plan législatif. Maintenant, nous allons parler du principe sur le plan exécutif. Mais si le décret du principe de la légalité est certain en matière législative, en raison des prérogatives, que le pouvoir exécutif a conquis aux dépens du législateur, nous devons tout simplement savoir, il n'en demeure pas moins vrai qu'il ne se manifeste avec la même force qu'en matière exécutive, en matière judiciaire plutôt. Mais pourquoi on le dit? Mais parce que de nos jours, le juge répressif ne se sent plus soumis de façon absolue au principe de la légalité. Et depuis fort longtemps, si je me rappelle bien, c'est depuis fort longtemps, déjà dans les limites raisonnables, une certaine liberté lui est conférée. Donc une certaine liberté est reconnue au juge dans l'interprétation de la loi. Et cette liberté est venue battre en brèche le principe d'interprétation stricte, puisqu'en matière pénale, la matière pénale est d'interprétation stricte. Le juge ne peut pas se substituer, le juge ne peut pas agir ne peut pas interpréter par analogie. Mais cela vient battre en brèche le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Voilà pourquoi cela nous a donné comme conséquence une remise en cause judiciaire du principe de la légalité dans l'application des incriminations et des peines. Et si on s'en tient
à la remise en cause judiciaire du principe de la légalité en matière d'incrimination, mais il faut tout simplement noter que la loi pénale, comme nous l'avons rappelé, est d'interprétation stricte. Ça, c'est le principe. Mais à en croire la doctrine, cependant, cette règle, la règle suivant laquelle la loi pénale est d'interprétation stricte, n'oblige pas le juge répressif à limiter l'application de la loi. Le juge répressif ne peut pas limiter l'application de la loi. Mais voilà pourquoi il a la possibilité de les étendre à des hypothèses que la loi n'avait pas prévues. On peut les étendre à des hypothèses que la loi n'avait pas prévues, mais à condition qu'elles n'entrent dans la formule légale. Alors, en matière pénale, interpréter la loi consiste à en dégager le sens afin d'en déterminer le champ d'application. Il faut en dégager le sens afin d'en déterminer le champ d'application. Toute loi peut être interprétée. C'est conformément aux dispositions de l'article 434-7-1 du Code pénal français. L'article 434-7-1 du Code pénal français de 1994 et non le Code pénal français de 1810 qui est toujours en vigueur au Congo. Le juge pénal est tenu de juger sous peine de déni de justice. C'est donc l'équivalent de l'article 4 en matière civile. L'article 434-7-1. Le juge est tenu de juger sous peine de déni de justice. Il lui appartient donc de résoudre la question qui lui est posée. Voyez-vous, donc si la loi pénale n'a rien prévu et que le juge est tenu de juger, suivant les dispositions de l'article 434-7-1, le juge, donc, c'est à ce moment-là que le juge se substitue au législateur. Et ces incitations-là constituent pour le juge une véritable reconnaissance de sa liberté. Le juge devient libre dans l'application des incriminations. Le juge devient libre puisqu'il est obligé de juger. Sinon, il sera poursuivi comme coupable de délit de justice. Mais la loi n'a rien prévu. La loi est silencieuse. La loi n'est pas claire. Le juge doit juger. Mais comment est-ce que le juge peut juger si la loi n'a rien prévu? Le juge peut juger en faisant application de 3 hypothèses. La première, c'est quoi? Mais la première, c'est que lorsque le sens de la loi est clair, vous voyez que la loi, elle est très... Vous voyez vous-même, vous voyez que la loi est claire. La loi a tout prévu, elle est claire. Le juge n'a plus à interpréter, mais il va juste appliquer. Lorsque la loi est claire, le juge n'interprète plus, il va juste appliquer. Il applique la loi. Il n'a pas le droit de l'étendre à des cas que le législateur n'a pas prévus. Si le législateur a dit 1 plus 1 égale 2, le juge ne peut plus aller au-delà de cela pour dire 1 plus 1 égale 2, mais ça peut aussi nous donner 3. Non, le juge, il applique selon que la loi le dit, parce que cette loi, qu'est-ce qu'elle est? Cette loi, elle est claire. Alors, un fait qui n'est pas expressément prévu par la loi échappe à la répression, même lorsqu'un fait analogue se trouve puni. C'est donc l'interprétation par voie d'analogie n'est pas admise. Je l'ai dit tout à l'heure que l'interprétation par voie d'analogie en matière pénale n'est pas admise puisque la matière pénale est d'interprétation stricte. Et pour rappeler cela, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne cesse de l'affirmer. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne cesse de l'affirmer. Il faut un peu ajouter de jurisprudence pour faire comprendre, parce que nous n'allons pas trop théoriser sans apporter la jurisprudence ou la doctrine. Pour rappeler ce principe-là, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne cesse de l'affirmer dans un arrêt du 28 novembre 1972. Du 28 novembre 1972, qu'est-ce que la cour de cassation fait?
Mais la Cour de cassation rappelle qu'il n'appartient pas au juge, suivez-moi bien, il n'appartient pas au juge en raisonnant par voie d'analogie, de suppléer au silence de la loi, et de prononcer des peines, en dehors des cas limitativement prévus par le législateur. Qu'est-ce qu'elle dit? Il n'appartient pas au juge, en raisonnant par voie d'analogie, de suppléer au silence de la loi et prononcer des peines en dehors des cas limitativement prévus par le législateur. Donc le juge ne peut pas se substituer au législateur, il ne peut pas prendre la place du législateur. C'est le premier cas et la première hypothèse. Et pour ceux qui veulent des références, criminel 28 novembre 1972, bulletin criminel numéro 363. 28 novembre 1972, bulletin criminel numéro 363. Ainsi donc, si on s'en tient à ce principe, en vertu de ce principe de l'interprétation restrictive, les peines du vol de police, les peines de vol plutôt, ne pouvaient pas trouver application en matière de filouterie d'aliments. Mais pourquoi? Les peines de vol ne pouvaient pas trouver application en matière de filouterie d'aliments. La filouterie d'aliments, c'est quoi? La filouterie d'aliments, c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, mais à une certaine époque, ça existait dans les pays européens. Je vais dans un supermarché, je voudrais bien acheter, mais je suis en train de goûter je goûte. Ici, je goûte des cacahuètes. Là-bas, je goûte la pomme. Là-bas, je goûte la tomate. Là-bas, je goûte l'oignon. Et en sortant de là, je me rassasie déjà dans un magasin sans avoir acheté. Voilà. Les peines du vol ne pouvaient pas trouver application en matière de filouterie d'aliments, car ils n'avaient pas en l'espèce soustraction frauduleuse de la chose de prix. La filouterie d'aliments n'était pas qualifiée comme un vol parce qu'il n'y avait pas soustraction frauduleuse de la chose de prix. Voilà pourquoi la Cour de cassation n'a cessé de l'affirmer dans un arrêt rendu le 24 août 1972. Le 24 août 1972. Qu'est-ce que la Cour de cassation disait? La Cour de cassation disait que la filouterie d'aliments, n'étant pas une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, ne peut pas être classée dans la catégorie de vol ou de délit. Voyez-vous? Et il y a un autre arrêt, toujours de la Cour de cassation, qui est venu après, après, mais cet arrêt est le contraire du premier arrêt que j'ai cité, et cet arrêt est là pour réprimer cet acte malhonnête. Et pour réprimer cet acte malhonnête de filouterie d'aliments, il a fallu une interprétation spéciale du législateur. Il a fallu que le législateur puisse interpréter. Pourquoi le juge ne pouvait pas classer la filouterie d'aliments dans le cadre du vol? Mais parce que le législateur n'avait rien prévu. Maintenant, il a fallu que le législateur puisse intervenir pour réprimer cet acte malhonnête. Et celle-ci est arrivée dans une loi. La loi, excusez-moi, ce n'était pas une jurisprudence, c'était une loi, la loi du 26 juillet 1873, l'arrêt c'était 1872 et la loi c'était 1873. Alors, ça c'est la première hypothèse. Donc, lorsque le sens de la loi est clair, le juge n'a plus à interpréter, mais seulement à l'appliquer. Il va appliquer, c'est très clair. La deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est que si la loi pénale est obscure, donc la loi pénale est obscure et se prête à plusieurs interprétations, qu'est-ce que le juge va faire? Le juge dit, mais il ne comprend pas la loi, elle est obscure. Qu'est-ce que le juge va faire, excusez? Le juge doit s'efforcer d'en pénétrer le sens véritable et d'en faire application en fonction de ce sens.
Le juge va en pénétrer le sens véritable et d'en faire application en fonction de ce sens. Malgré que la loi n'est pas claire, il doit en pénétrer le sens, mais faire application en fonction de ce sens. Il ne doit pas sortir dans le cadre du sens de la loi. Et si le juge ne parvient pas à saisir la pensée du législateur, parce qu'il se peut que le juge ne parvienne pas à saisir la pensée du législateur, c'est ce qui donne naissance souvent à des mauvaises interprétations de la loi, c'est ce qui a donné naissance à la mauvaise interprétation de la loi qui nous a donné dans la suite des temps l'arrêt Clément Bayard. Le juge ne peut pas, il se peut que le juge n'arrive pas à saisir la pensée du législateur. Alors, qu'est-ce que le juge peut faire? Il ne peut pas alors prononcer une condamnation, il doit relaxer. Lorsque le juge n'arrive pas à saisir la pensée du législateur, il ne peut pas prononcer une condamnation, le juge doit relaxer. Voilà, le juge doit relaxer. Mais il y a des gens qui vont se poser la question, mais si le juge relaxe, le comportement, il est déviant dans la société. C'est la loi pénale qui le prévoit, mais après, il y a des contradictions doctrinales. Et en présence d'une loi obscure, la règle d'interprétation restrictive interdit au juge pénal d'imaginer et de se substituer au législateur. En présence d'une loi obscure, lorsque la loi est obscure, la règle d'interprétation restrictive interdit au juge pénal d'imaginer et de se substituer au législateur. Il ne peut pas prendre la place du législateur pour créer la loi. Il ne peut pas prendre la place du législateur pour créer la loi. Il ne peut pas raisonner par analogie, c'est tout ce que cela veut dire. Cela veut dire que le juge ne peut pas raisonner par analogie, mais elle ne lui interdit pas, bien que le juge ne peut pas se substituer à la place du législateur, donc raisonner par analogie, mais cela ne lui interdit pas d'interpréter ou d'appliquer la loi comme, suivez bien, cela ne lui interdit pas d'interpréter ou d'appliquer la loi quand il en a trouvé le sens. Lorsqu'il en a trouvé le sens, le juge peut interpréter et il peut appliquer. Et ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est laquelle? La troisième hypothèse, c'est que il en est de même lorsque la loi pénale est douteuse. Lorsque la loi pénale se prête à un doute, le juge peut aussi s'inspirer du but poursuivi par le législateur. Le juge va s'inspirer du but poursuivi par le législateur. Quel était le but poursuivi par le législateur? Le juge va se référer à ça, au but poursuivi par le législateur. Il va s'inspirer plutôt au but poursuivi par le législateur pour déterminer la portée d'un texte. Pour déterminer la portée d'un texte, et c'est ce que l'on appelle par la méthode téléologique. La méthode dite téléologique, c'est lorsque la loi elle est douteuse. Mais le juge peut s'inspirer du but poursuivi par le législateur. C'est ce qui est appelé la méthode téléologique. Vous aurez peut-être entendu parler de ça depuis la première année de droit, avec le cours d'introduction générale au droit, la méthode dite téléologique. Je vous ai donc donné les trois hypothèses qui viennent atténuer le principe de la légalité en matière judiciaire. Et là, nous parlerons de la remise en cause judiciaire du principe de la légalité dans l'application des peines. Alors, le principe de la légalité dans l'application des peines a été considérablement assoupli par l'individualisation de la sanction. L'individualisation de la sanction. Et ici, il faut noter que depuis plusieurs années déjà, la loi a reconnu au juge le pouvoir d'adapter la peine à la personnalité du délinquant. Voilà pourquoi le professeur Jean Larguier disait il faut appliquer la peine au délinquant. Lorsque on veut appliquer la peine, il faut voir la personnalité du délinquant. Il faut voir la personnalité du délinquant pour ne pas se tromper. Lors de l'application de la peine. Alors, pour parvenir à cet objectif de la personnalité de la sanction pénale, plusieurs mécanismes ont été créés.
Et ces mécanismes-là constituent autant de remise en cause du principe de la légalité. Au moment du choix, le principe de la légalité au moment du choix de la peine par le juge. Et il en est ainsi du sursis à l'exécution de la peine, de la dispense ou de l'ajournement de la peine en matière correctionnelle, ou encore des peines alternatives à l'emprisonnement. Je suis en train d'aller petit à petit, pas à pas, lentement, pour que vous puissiez me saisir. Parce que si je me mets à aller vite, vous n'allez pas me saisir. Je peux aussi aller vite, mais pour une première vidéo, et puisque c'est une première vidéo de droit pénal qui parle d'une introduction, là nous sommes dans le principe de la légalité en matière pénale, je suis obligé d'aller doucement pour faire comprendre. Mais lorsque nous allons parler de la notion de complice et de complicité, je pourrais être rapide. Et s'il appartient au législateur de fixer, les modalités d'exécution de la peine, il n'en demeure pas moins vrai que le juge dispose de larges pouvoirs pour adapter concrètement la peine aux particularités criminologiques de chaque délinquant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le législateur qui prévoit la peine, mais le juge peut aussi adapter la peine aux particularités criminologiques de chaque délinquant. Le juge va voir les particularités criminologiques d'un délinquant. Si le législateur avait prévu 5 ans d'emprisonnement, le juge peut dire 12 ans d'emprisonnement. Parce que c'est lui qui est c'est lui qui a les faits devant lui. Le législateur, lorsqu'il avait prévu, le législateur n'est pas là lors du procès pénal. Il n'est pas là lors du procès pénal. Même s'il s'agit toujours dans le cadre des limites fixées par la loi, le juge peut assouplir ces limites en utilisant les modes de personnalisation de la peine auxquels nous venons de faire allusion. Voyez-vous donc, ici, nous venons de parler de ce point. Maintenant, nous allons parler de l'infraction. Et nous avons dit tout à l'heure que l'infraction est une rupture, une cassure. Et l'infraction consiste à briser le pacte social en ne respectant pas les obligations qui en découlent. Cassure, rupture, un comportement déviant à la société. Et lorsqu'il faut étudier l'infraction, il faut étudier la classification des infractions. Dans une vidéo précédente, j'avais dit que la classification des infractions peut être faite de diverses manières. L'on peut tenir compte de leurs éléments constitutifs pour ranger les infractions en plusieurs catégories. Cependant, toutes les classifications n'ont pas la même importance. La plus importante parmi elles, incontestablement, c'est la classification légale qu'il convient d'exposer dans les présentes lignes. Alors, la classification légale, c'est la classification tripartite des infractions. Et pourquoi classer les infractions en 3? Mais parce que le juge s'est rendu, le législateur plutôt, s'est rendu compte, le législateur du code pénal de 1810, là je rejoins le code pénal congolais, qui est en fait le code pénal français, toujours en vigueur au Congo. Il s'est rendu compte qu'il fallait classer les infractions suivant leur gravité en délits, crimes, délits et contraventions. Et voilà pourquoi c'est au terme de l'article 1er de l'ancien code pénal de 1810, je viens de le citer, toujours en vigueur au Congo. Je prends le Congo comme modèle puisque je suis moi un Congolais. Mais le code pénal français de 1810 est toujours en vigueur au Congo, pendant que les Français sont au code pénal de 1994. C'est donc au terme de l'article 1er du code pénal français de 1810, toujours en vigueur au Congo, que l'infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention. Vous voyez, nous sommes dans la classification tripartite des infractions. L'infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit.
Lorsque c'est une peine de police, c'est une contravention. Premier degré des infractions, les plus faibles. Contravention, je peux prendre un exemple de contravention, conduite en état d'ivresse. Et les peines encourues sont souvent amendes. Et des amendes qui sont moyennes. 90 €, c'est une contravention de police. Mais vous devez noter que les contraventions sont classées en 5 classes de contravention. Les 4 premières classes étaient du ressort du tribunal de police et la 5e était du ressort du juge des référés. Avant qu'on puisse annuler la juridiction de référé et que les 5 classes de contravention relèvent maintenant de la compétence du tribunal de police. L'article continue en disant que les peines, l'article continue en disant que l'infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit. Je prends un exemple de délit. Brûler un feu de signalisation est un délit. Le vol est un délit. Très souvent, les peines encourues sont amende et emprisonnement. Des emprisonnements de quelques années, 5, 7, 8, même 10 ans. Et le tribunal compétent, c'est le tribunal correctionnel. Et l'article ne s'arrête pas là. L'article 1er du Code pénal français de 1810 continue en disposant que l'infraction que les lois punissent de peine afflictive ou infamante est un crime. Et le crime, c'est l'infraction la plus grave en matière pénale. Le meurtre est un crime. Mais en passant, j'aimerais dire que l'avortement, depuis plusieurs années, n'est plus un crime, il est maintenant un délit. Le meurtre est un crime et les peines encourues sont très souvent emprisonnement, amende, 10 ans et plus. Et le tribunal compétent, en première instance, c'est la cour d'assises. Mais l'article 1er du Code pénal français de 1810, a posé pour la première fois le principe de la classification tripartite des infractions. C'est ce que j'ai dit en amont. C'est-à-dire que la classification des infractions en crimes, délits et contraventions, voilà, classer les infractions en crimes, délits et contraventions. Alors, face à cela, la doctrine avait conclu que l'article 1er de l'ancien code pénal avait défini les 3 catégories d'infractions. Non pas en tenant compte de leur gravité, ça c'est la théorie de la doctrine. Selon la doctrine, l'article 1er de l'ancien code pénal français de 1810 avait défini les 3 catégories d'infractions, non pas en tenant compte de leur gravité objective, mais d'après la nature de la peine. D'après la nature de la peine encourue, et non de la gravité objective. Et de l'ancien code pénal, nous sommes passés au nouveau code pénal. Donc le nouveau code pénal français de 1994 a quant à lui classé les infractions en tenant compte de leur gravité objective. Vous comprenez que l'ancien code de 1810, selon la doctrine, a classé ces infractions non pas en tenant compte de leur gravité objective, mais de la peine encourue. Et le nouveau code pénal français de 1994 a fait le contraire. On a fait le contraire. Et suivant l'article 111-1, les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Et non comme l'article 1er qui disait que les infractions que la loi punisse de peine de police, vous voyez, de peine de police. Là-bas, c'était la peine. Ici, ce n'est plus la peine, c'est la gravité objective. Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Article 111-1 du nouveau code pénal français de 1994. Mais lorsque nous allons bien sonder l'article 111-1 du nouveau code pénal français, en réalité, de l'ancien au nouveau code pénal français, les choses n'ont guère changé. Car la peine est choisie par le législateur. Pourquoi je dis que les choses n'ont guère changé? Mais parce que la peine est choisie par le législateur
en tenant compte de la gravité de l'infraction considérée. En tenant compte de la gravité de l'infraction considérée. En fin de compte, la classification tripartite des infractions dépend bien de leur gravité, comme l'avait prévu, de leur gravité intrinsèque, comme l'avait prévu l'article 1er du Code pénal de 1810, qui est toujours en vigueur au Congo. Et c'est sur ce point que certains doctrinaires congolais se réjouissent d'avoir gardé l'ancien Code pénal français. Bien que les choses n'ont guère changé, mais il y a des choses qui ont changé. Alors, si l'infraction est sanctionnée d'une peine d'amende, il s'agit d'une contravention. Lorsque j'ai pas de contravention, j'ai dit amende. Si elle est frappée d'une peine correctionnelle, emprisonnement de 5 ans au Congo ou 10 ans en France, ou plus, 10 ans au plus, 5 ans au Congo, 10 ans en France au plus, parfois accompagné d'une amende, j'avais dit, ce peut être 5 ans ou 10 ans encore accompagné d'une amende, elle constitue un délit. L'infraction est-elle frappée d'une peine de réclusion criminelle, d'une peine de réclusion criminelle ou d'une détention criminelle à perpétuité ou à temps, elle constitue un crime. Réclusion criminelle, détention criminelle à perpétuité ou à temps, c'est un crime. Mais la distinction de la classification tripartite des infractions, comme tout exercice, n'est pas exempté de critiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des critiques de cette classification. Et on reproche à cette classification son caractère artificiel. Pourquoi je le dis? Parce que, suivant une partie de la doctrine, on ne peut pas séparer les crimes et les délits, et la plupart des délits supposent chez leur auteur une intention criminelle. Suivant une partie de la doctrine, on ne peut pas séparer les crimes et les délits. Pourquoi on ne peut pas séparer les crimes et les délits? Parce que les délits, suivons-moi bien, parce que les crimes et les délits supposent chez leur auteur, les délits plutôt supposent chez leur auteur une intention criminelle. Le délit suppose chez son auteur une intention criminelle. Lorsque on veut faire avorter, on veut administrer à une dame une substance lui permettant d'avorter, mais on a l'intention de tuer. Et tuer, c'est un crime. Or, pourtant, l'avortement est un délit. Mais on a l'intention de tuer. C'est ce que cette partie de la doctrine veut dire. Le caractère artificiel de la classification apparaît encore lorsque, par le fait de certaines circonstances aggravantes ou atténuantes, par le fait de certaines circonstances, ou par l'effet de certaines institutions telles que la correctionnalisation ou la contraventionnalisation. Je vais expliquer c'est quoi la correctionnalisation et c'est quoi la contraventionnalisation. Une infraction se transforme en passant d'une catégorie à une autre. Un crime devient un délit et un délit devient un crime. Une contravention devient un délit. Mais ça encore, jusqu'à présent, la doctrine n'a jamais donné un nom à cela. C'est ainsi qu'un délit peut devenir un crime. Un délit peut devenir un crime. J'ai donné un exemple. On veut administrer une substance à une dame pour lui faire avorter, mais on a l'intention de tuer l'enfant qui est dans son ventre. Pourtant, le meurtre est un délit, mais on a l'intention de tuer, donc d'être un criminel, d'avoir du sang. Voilà pourquoi cette partie de la doctrine dit que cette classification n'est qu'artificielle. C'est ainsi qu'un délit peut devenir un crime en cas de circonstances aggravantes. Et à l'inverse, un crime peut aussi devenir un délit. Lorsque un crime se transforme en un délit,
c'est ce qu'on appelle par la correctionnalisation. Le tribunal correctionnel, c'est le tribunal compétent en matière de délit. La correctionnalisation, donc un crime devient un délit, ce n'est plus de la compétence de la cour d'assises. Le tribunal correctionnel, c'est la correctionnalisation, le fait pour un crime de devenir un délit. Et un délit peut devenir une contravention. Et le fait pour une contravention de devenir, le fait pour un délit de devenir une contravention, c'est ce que l'on appelle par la correctionnalisation. La correctionnalisation. On peut ainsi parler du relativisme de la classification tripartite, si on s'en tient à cette critique doctrinale. Mais cette classification n'a pas seulement fait l'objet d'une critique, mais elle a aussi fait l'objet d'un intérêt. L'intérêt de la classification tripartite. Mais les intérêts de la classification tripartite, les infractions en crimes, délits et contraventions, sont liés d'une part à la procédure et de l'autre part au fond du droit. L'intérêt, soit les intérêts liés à la procédure. Et ici, il faut noter que la classification tripartite des infractions se justifie par son adaptation parfaite à la distinction des différentes juridictions. Les différentes juridictions répressives. Les crimes sont jugés par la cour d'assises, comme je l'ai dit. C'est ce que l'on appelle par la cour criminelle au Congo. Là, nous sommes en première instance. Je consacrerai une vidéo dans laquelle je parlerai de l'organisation judiciaire, sinon des institutions judiciaires. Les délits par le tribunal correctionnel. Au Congo, il est toujours appelé aussi tribunal correctionnel. Et les contraventions par le tribunal de police. Et j'ai expliqué tout cela. Mais, qu'à cela ne tienne, la procédure varie suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Et pourquoi? Mais parce que l'instruction, qui est la phase préalable au jugement, je vais expliquer cela lorsque je ferai une vidéo consacrée aux institutions judiciaires. L'instruction qui est la phase préalable au jugement, c'est même le juge le plus important en matière pénale, le juge d'instruction. L'instruction qui est la phase préalable au jugement, au cours de laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction. Parce que si le juge d'instruction ne trouve pas des preuves, des faits qui pèsent sur la personne incriminée, le présumé coupable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surseoir. Mais s'il trouve des éléments qui pèsent sur la personne, il va déférer l'affaire aux juridictions de jugement pour que l'affaire puisse être jugée. Donc, je disais que l'instruction qui est la phase préalable au jugement, au cours de laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction, n'est obligatoire que pour les crimes. En matière criminelle, il est obligatoire qu'il puisse y avoir une instruction. En matière criminelle, il est obligatoire que l'instruction puisse être menée. Le juge d'instruction est obligé de mener l'instruction en matière criminelle. Cette instruction est facultative pour les délits. On peut ou ne pas passer par l'instruction avant de passer par les juridictions de jugement en matière délictuelle. Elle ne peut pas avoir lieu en matière contraventionnelle. En matière de contravention, il n'y a pas d'instruction, sauf s'il s'agit d'une requête du procureur de la République. Sauf s'il s'agit d'une requête du procureur de la République, il peut y avoir instruction en matière contraventionnelle. Et la situation directe, c'est-à-dire la possibilité donnée à l'accusation, à la victime d'attraire directement l'auteur de l'infraction devant les juridictions de jugement. Donc, en matière contraventionnelle, l'auteur de l'infraction, donc, on va directement traîner l'auteur de l'infraction devant les juridictions de jugement, devant le tribunal de police. C'est l'intérêt de la classification en matière de procédure. Nous avons aussi les intérêts liés au fond du droit. Qu'est-ce
Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Intérêt de la classification tripartite liée au fond du droit. Mais nous voulons tout simplement dire que, du point de vue du fond du droit, on notera le délai de prescription de la peine, c'est-à-dire le délai de l'expiration duquel la peine ne peut plus être exécutée. Parce que le droit, il est organisé. Ce n'est pas parce que moi j'ai commis une contravention et j'ai brûlé, j'ai conduit en état d'ivresse en 2015 que jusqu'en 2050, on peut toujours m'assigner en justice. Non. C'est ce que cela veut dire ici. Prescription de la peine, c'est-à-dire le délai à l'expiration duquel la peine ne peut plus être exécutée. Mais le délai n'est pas pareil en matière pénale, en matière criminelle, en matière délictuelle et en matière contraventionnelle. Voyez-vous, le délai n'est pas pareil en matière criminelle, délictuelle, contraventionnelle. Le délai est de 20 ans pour des peines criminelles, de 5 ans pour des peines correctionnelles et de 3 ans pour des peines de police. C'est ça le fond du droit. Et la tentative toujours punissable en matière de crime. La tentative est toujours punissable en matière de crime. Par contre, en matière délictuelle, elle n'est que par des cas prévus par la loi. La tentative est punissable en matière criminelle. Tentative en matière criminelle, ce peut être une infraction manquée, une infraction tentée. Elle est punissable en matière criminelle. Par contre, en matière délictuelle, par contre, pour qu'elle soit punissable, il faut que cela soit prévu par la loi. En revanche, elle n'a jamais été punissable en matière contraventionnelle. En matière contraventionnelle, il n'y a pas de tentative. Et quant à la complexité, tandis qu'elle est toujours punissable en cas de crime et de délit, elle ne l'est en matière de contravention qu'en cas de provocation. Et je pense bien que cette vidéo devrait s'arrêter à ce niveau pour consacrer à nouveau une autre vidéo dans laquelle nous allons parler de la classification fondée sur la nature des infractions. C'est en fait la suite de cette vidéo jusqu'à ce que nous allons parler des éléments constitutifs de l'infraction, l'élément matériel, le fait d'accomplir l'acte, l'élément moral, l'élément intentionnel et le quatrième élément qui a été ajouté par le professeur, qui est une théorie du professeur Jean Larguier, l'élément injuste. Et là, nous allons parler de la notion de commission par omission, de non-assistance à personne en danger avec le célèbre arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, l'arrêt la séquestrée de Poitiers. Et pour rappeler ce sur quoi nous sommes appuyés tout le long de cette vidéo, il faut dire que nous avons donné une petite introduction sur le droit pénal avant d'introduire une définition traditionnelle, une définition doctrinale des professeurs Philippe Comte, Patrick Mestre du Chambon, de parler des trois composantes du droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale, leur objet d'étude, avant de parler de l'objet d'étude du droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, et de parler de l'infraction, point sur lequel nous avons évoqué le principe de l'égalité en matière pénale, les atténuations à ce principe, et puis la répartition tripartite des infractions, toujours dans la notion d'infraction et de délinquant. Comme je l'ai dit en amont, cette vidéo n'est pas le cours entier. Sinon, s'il s'agissait de faire tout un cours entier, nous prendrons
nous allons prendre toute une journée. Mais c'est une simple vidéo pour vous faire comprendre, à vous étudiants de deuxième année de droit et à vous tous passionnés du droit, qu'est-ce que le droit pénal? Quelles sont les composantes du droit pénal? Quel est l'objet d'étude de ces composantes? Qu'est-ce que l'infraction? Qu'est-ce que le délinquant? Qu'est-ce que la légalité en matière pénale? Avec le fameux adage « nous l'homme crimen, nous la poena sine lege ». Qu'est-ce que l'on entend par répartition tripartite des infractions avec ses critiques et son intérêt? Merci, à très bientôt. Abonnez-vous afin que vous puissiez recevoir toutes nos vidéos. Merci.